Le dossier numéro 4, donc on revient sur le cancer du sein et puis on va pouvoir aborder les différentes complications oncologiques. Donc une femme de 54 ans qui est suivie pour un cancer du sein, qu'on lui a diagnostiqué sur une mammographie de dépistage. Question 1. Quelles sont les 2 pathologies pour lesquelles il existe en France un dépistage de masse organisé? Donc, 2 pathologies à citer. Ici, il y en a déjà une qui est présente dans l'énoncé, on vous l'a dit, le cancer du sein. Le dépistage organisé du cancer du sein, on l'avait cité lors de la précédente conférence, c'est la mammographie bilatérale avec la double incidence, face et oblique externe, et la double lecture par 2 radiologues, tous les 2 ans, pour les femmes de 50 à 75 ans. La deuxième pathologie pour lesquelles il existe un dépistage de masse organisé, c'est le cancer colorectal. Cette fois-ci, le dépistage y repose sur le test Hémoculte 2, qui est également proposé tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans, à la fois aux hommes et aux femmes. Pourquoi est-ce qu'on parle pour ces examens de dépistage de masse organisé? Donc, finalement, c'est des dépistages qui s'adressent à l'ensemble de la population à partir du moment où il y a le critère d'âge qui est rempli. Et c'est des dépistages qui sont organisés, qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et la prostate? Alors, et la prostate, pour la prostate, c'est un peu moins clair. Le dépistage pour le cancer de la prostate, c'est un dépistage individuel, c'est pas un dépistage organisé, qui repose surtout sur l'examen clinique avec le toucher rectal, puisque je rappelle que le dosage des PSA, c'est pas encore validé de façon consensuelle pour le dépistage du cancer de la prostate. Le dépistage, il est essentiellement clinique pour la prostate. La deuxième pathologie pour laquelle vous auriez pu me poser la question, c'est le cancer du col. Il existe un dépistage pour le cancer du col qui repose sur le frottis cervico-vaginal, mais là aussi c'est un dépistage individuel et qui n'est pas remboursé de la même façon, qui n'est pas pris en charge à 100% et qui repose sur la consultation et le suivi individuel par le gynécologue. Donc les 2 pathologies pour lesquelles il y a vraiment des campagnes de dépistage organisées finalement par le système de santé, c'est le cancer du sein et le cancer colorectal. La question 2. Quelles sont les caractéristiques nécessaires pour qu'une pathologie puisse bénéficier d'un test de dépistage? Donc une question fréquente qui peut revenir dans les dossiers de cancérologie, mais pas seulement. Essayez là aussi d'être assez méthodique. Globalement, on va procéder en 5 items. D'abord, vous allez donner les critères qui sont liés à la maladie, qui font que le dépistage est possible. Donc pour proposer un test de dépistage, il faut que la maladie soit une pathologie qui est fréquente et grave, qu'elle soit considérée comme un problème de santé publique, c'est ce qui justifie de financer la mise en place d'un test de dépistage, et que ce soit une pathologie dont l'histoire naturelle est connue et qui a plutôt tendance à avoir des signes de révélation tardifs. La deuxième chose, c'est la population concernée. Pour le test de dépistage, il faut que ce soit une population bien définie et qui ait accès aux soins. Le troisième élément, c'est ce qui concerne le test en lui-même. Bien sûr, il faut qu'il y ait un test qui existe, que ce soit un test performant, c'est-à-dire surtout sensible, si possible aussi spécifique, mais principalement pour le dépistage, ce qui compte, c'est la sensibilité, que ce test il ait été validé, et autant que possible, que ce soit un test peu invasif pour être accepté pour un dépistage, puisque on n'est pas sûr que les gens aient la pathologie, que ce soit pas trop coûteux, que ce soit acceptable, on dit par plus de 60% de la population. Ensuite, ça c'est pour des considérations aussi économiques, pour qu'il y ait un intérêt à mettre en place le test, qu'il soit reproductible, pour qu'on n'ait pas trop de risque de se tromper, et qu'il soit sans danger, parce que aller rechercher une pathologie pour laquelle on n'a pas encore d'argument en faveur de la présence, si ça fait prendre un risque trop important à la personne, évidemment, ça ne vaut pas le coup. Quatrième catégorie, c'est les facteurs qui sont liés au traitement. Le dépistage est intéressant que s'il y a déjà un traitement qui existe. Si on n'a rien à proposer, ça ne sert à rien d'avoir dépisté la pathologie. Et il faut que ce traitement il soit plus efficace en phase précoce, qu'on ait un intérêt à gagner du temps. Cinquièmement, il faut que la stratégie de dépistage elle-même, elle ait été validée, qu'elle présente un avantage qui a été confirmé par les études et qui permette que l'avantage soit en termes de diminution de la mortalité.
Donc 5 catégories de facteurs, ceux qui sont liés à la maladie, ceux qui sont liés à la population, ceux qui sont liés au test de dépistage lui-même, ceux qui sont liés au traitement et ceux qui sont liés à la stratégie de dépistage en elle-même. Donc ça, c'est une liste systématique. Là, je vous ai fait une liste assez exhaustive qu'il faut tout simplement apprendre et qui peut vous servir à la fois en cancérologie, mais dans toutes les pathologies qui peuvent bénéficier d'un dépistage. La question 3, on vous donne des détails sur la tumeur de cette patiente. C'est une tumeur de 3,5 cm. Donc là, on a déjà dit dans le cancer du sein que le seuil pour les traitements, pour la décision thérapeutique, c'est 3 cm. Ici, on va être plutôt, dans ce cas-là, sur une chirurgie de type mammectomie et curage avec un traitement complémentaire. On vous précise que c'est un stade T3, N2, M0, un grade SBR3, donc un grade histopronostique élevé. On vous donne le type histologique, carcinome canalaire infiltrant. On vous précise que c'est une tumeur RO+, RP+, ça vous traduisez que ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les traitements hormonaux. Par contre, elle est HER2-, donc pas de possibilité de traitement par herceptine. 5N+ sur 10, ça veut dire que sur les 10 ganglions que vous avez prélevés lors de votre curage, il y en avait 5 atteints en anatomopathologie. Et on vous précise qu'il y avait une rupture capsulaire, et ça, au niveau de l'atteinte ganglionnaire, c'est un facteur de mauvais pronostic, quelle que soit la localisation de la tumeur. On vous précise le traitement qu'il y a eu, une mastectomie, avec démarche chirurgicale R0, donc ça c'est bien, c'est un facteur de bon pronostic. Associé à un curage axillaire, on a dit que c'était logique par rapport à la taille de la tumeur, on vous en a donné les résultats. Complété, deuxième temps de traitement systématique dans le cancer du sein, un traitement par radiothérapie externe. Et maintenant, parce que c'est une tumeur d'une taille importante, avec des facteurs de mauvais pronostic, en particulier le grade, l'atteinte ganglionnaire, on fait une chimiothérapie. On est à la première cure, elle présente des vomissements. Quel traitement proposez-vous ? Donc le traitement antiémétique en cancérologie, toujours le même, à proposer, 4 classes thérapeutiques à retenir. Premièrement, les antirécepteurs NK1, les antirécepteurs de la neurokinine 1. Si vous devez retenir un nom, c'est l'EMENT, en DCI après Pitan. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les cétrons. Eux, ce sont des antisérotonergiques ou des anti-5-HT3. Si vous devez retenir un nom, vous pouvez proposer le Zofren. En DCI, c'est Ondacétron. Troisième catégorie, on va proposer des corticoïdes, Peros ou IV. Exemple, vous pouvez proposer le Cortencil, en DCI, la prednisone. Et enfin, c'est les traitements classiques antiémétiques, les stimulateurs de la motricité digestive, soit le Primpéran, méthoclopramide, c'est ce qu'on donne le plus fréquemment. Deuxième, la petite chose à laquelle vous pouvez penser, c'est bien sûr associé au traitement antiémétique, pas oublier la réhydratation. Donc vraiment, 4 classes importantes, antirécepteur NK1, cétron, corticoïdes et antiémétique classique, stimulateur de la motricité digestive ou neuroleptique caché, le Primpéran. La question 4, donc cette fois-ci on est 10 jours après la deuxième cure et la patiente est fébrile à 39 à la maison. Que redoutez-vous? Comment confirmez-vous ce diagnostic? Ce qu'on redoute, la complication classique de la chimiothérapie, c'est l'aplasie fébrile. On peut aussi parler de neutropénie fébrile ou d'agranulocytose fébrile. Pourquoi d'abord on soupçonne ce diagnostic? Parce que c'est la complication prévisible, l'aplasie, après la chimiothérapie. Et quand il y a la fièvre, on va parler d'aplasie fébrile. Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic? Bien sûr, il nous faut une numération formule sanguine. Et ce qu'on va rechercher dessus, le critère diagnostique, c'est des polynucléaires neutrophiles inférieurs à 500 par millimètre cube. Là, vous avez le diagnostic d'aplasie, c'est la définition de l'aplasie, associée à la fièvre. Vous êtes bien devant une aplasie fébrile qui fait soupçonner une infection qu'il va falloir traiter. 10 jours après la chimio, n'est-ce pas un peu tard? Alors non, 10 jours après la chimio, finalement, c'est à peu près ce qui est prévisible, puisque les globules blancs ils commencent à diminuer en moyenne 5 à 7 jours après la chimiothérapie. Et on considère que le nadir, le point le plus bas et la période à risque, c'est en gros 7 à 10 jours après le traitement par chimiothérapie. Donc là, on est pile dans le délai prévisible. La question 5, ensuite, on vous précise que la fièvre est mal tolérée, du coup votre patiente est hospitalisée, puisque je vous rappelle qu'une des possibilités, ça aurait été de la traiter à domicile si il n'y avait pas eu de problème de tolérance. On vous demande dans un premier temps quelle est votre prise en charge à visée étiologique.
c'est-à-dire comment est-ce qu'on va préciser notre diagnostic. Ici, on veut savoir quel est le problème infectieux en cause, donc on réalise un bilan infectieux en faisant des prélèvements multiples, en particulier si on n'a pas de signe d'orientation cliniquement. Le bilan infectieux, à bien retenir, c'est un élément important. Ça repose sur les hémocultures, spécificité en cancéro, on les réalise en périphérie et on les réalise aussi sur le dispositif d'abord central qui a été mis en place pour réaliser la chimio, et c'est en général un porte-à-4 en oncologie médicale, éventuellement en hémato, ça peut être un cathé central. Donc hémoculture sur le PAC et en périphérie, toujours 2 séries d'hémoc, aérobie, anaérobie, classique. On recherche les autres portes d'entrée, donc urinaire, on réalise systématiquement un ECBU. Pulmonaire, on fait une radio de thorax, éventuellement un ECBC, si la patiente crache. Puis bien sûr, s'il y a une porte d'entrée, on prélève à ce niveau-là. S'il y a une diarrhée, on va faire une coproculture. S'il y a un écoulement au niveau cutané, par exemple au niveau du cathéter, on écouvillonne l'écoulement. La question 6, le deuxième temps de la prise en charge, cette fois-ci, c'est la prise en charge thérapeutique. Donc bien lire les questions. Là, la prise en charge a été divisée. Comment est-ce qu'on procède ? Premier temps, est-ce qu'on la traite à domicile, est-ce qu'on l'hospitalise ? Ici, on vous avait dit, on l'hospitalise parce que la fièvre est mal tolérée. Précaution, ou mise en condition. Ici, on va mettre en place un isolement protecteur. Ça peut être discuté en pratique, mais c'est bien de le citer dans le dossier, que vous isolez votre patient. Troisièmement, en question d'infectieux, donc le traitement va reposer sur les antibiotiques. On met en place une antibiothérapie qu'on débute d'emblée, donc qui est forcément probabiliste. Ce sera systématiquement une antibiothérapie double, qu'on soit à domicile ou à l'hôpital, c'est une association. Cette antibiothérapie, elle est probabiliste, elle est large spectre, elle est bien sûr débutée une fois qu'on a fait les prélèvements, pour ne pas fausser les prélèvements. À l'hôpital, elle sera IV et elle sera secondairement adaptée à l'antibiogramme. Antibiotiques, toujours essayer de préciser combien d'antibiotiques, par quelle voie on les donne, est-ce que c'est péros ou IV, quels germes on vise, ici c'est vraiment large spectre, et citer, donner des noms en exemple. L'antibiothérapie de l'aplasie fébrile hospitalisée, c'est donc une bithérapie, soit C3G et fluoroquinolone, soit C3G et aminoside. Et si vous devez citer un exemple de molécule, vous pouvez proposer pour les C3G fluoroquinolone, rocéfine et Ciflox, pour les C3G aminoside, tazocilline et amiclin. Ce sont des exemples, il y a d'autres possibilités, bien sûr, qui vont dépendre des habitudes de service. Le petit réflexe que vous pouvez préciser, c'est d'éviter de donner des antipyrétiques pour pouvoir justement bien surveiller la température. Si on a vraiment besoin, ça se fait après contrôle de la fièvre. Et puis toujours, surveiller le patient. Quel germe vise-t-on ? Quel germe vise-t-on ? Donc là, dans l'aplasie fébrile, en général, on n'a pas de signe clinique d'orientation, on n'a pas forcément de porte d'entrée. On n'a souvent pas de documentation, c'est pour ça qu'on on est vraiment dans le cadre de l'antibiothérapie probabiliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les patients sont en aplasie et qu'ils ont très peu de globules blancs, il n'y a pas de cellules de l'immunité à affluer vers le site infectieux, et du coup, il n'y a pas de manifestation pour vous aiguiller. C'est pour ça que ce sera vraiment une antibiothérapie probabiliste, large spectre, et que vous pouvez apprendre ces associations systématiques. Ça va souvent être comme ça qu'on procède au départ. La question 7. La patiente a connu une période de rémission, elle rechute, elle est métastatique au niveau hépatique et pulmonaire. Quels facteurs pronostiques connaissez-vous dans le cancer du sein ? Donc là, ça nous permet de souligner un peu la méthodologie quand on vous demande, quand on vous pose une question sur les facteurs pronostiques. Essayez toujours d'organiser les choses de la même façon. Il y a 3 temps. Les facteurs pronostiques, il y a d'abord ceux qui sont liés au patient. Bien sûr, toujours l'âge. Souvent, le patient âgé, il est de moins bon pronostic, il est plus fragile. Ici, dans le cancer du sein, ce qui est de mauvais pronostic, c'est quand le cancer il est précoce. Le terrain, toujours, et l'existence de comorbidité, l'altération de l'état général, tout ça, ça va être de mauvais pronostic parce que ça rend la prise en charge plus difficile. Deuxième catégorie, c'est les facteurs qui sont liés à la maladie, tout ce qui est un signe d'agressivité de la maladie. Donc ça, là encore, vous allez utiliser le plan TNM. C'est d'abord les caractéristiques de la tumeur, en particulier la taille. Plus elle est grande, a priori, plus c'est une maladie évoluée. Souvent, il y a des types histologiques qui sont plus favorables que d'autres. Quand il y a un grade histopronostique, c'est un facteur pronostic. Donc ici, le grade SBR.
Vous pouvez aussi citer de façon assez systématique, quel que soit le cancer, le degré de différenciation, l'indice de prolifération, le KI67. Également, quand il existe des emboles vasculaires ou lymphatiques, péritumoraux ou alors un envahissement périnerveux, c'est déjà des premiers signes d'extension, donc c'est de mauvais pronostics. Enfin, petite spécificité dans le cancer du sein, là il y a les récepteurs hormonaux et le statut HER2 qui entrent en jeu. Donc le deuxième temps, toujours dans le plan TNM, c'est l'atteinte ganglionnaire. S'il y a une atteinte ganglionnaire, c'est de mauvais pronostics. Et ensuite, ce qui intervient, c'est le nombre de ganglions atteints. Et systématiquement, vous pouvez rechercher s'il y a une rupture capsulaire, c'est plutôt de mauvais pronostics. Ensuite, stade suivant, TNM, donc l'atteinte métastatique, bien sûr, mauvais pronostic. Et puis, toujours dans les facteurs liés à la maladie elle-même, en général, le niveau des marqueurs aussi peut être un élément pronostic. La troisième catégorie pour les éléments pronostiques, c'est ce qui est lié au traitement. Alors, les facteurs liés au traitement, les facteurs pronostiques, c'est la précocité du diagnostic et du traitement. Plus le traitement est débuté tôt, meilleur est le pronostic. C'est ce qui est lié au résultat du traitement, en particulier pour le traitement chirurgical, c'est le statut R à la fin de la chirurgie. Et enfin, c'est surtout vrai dans les pathologies hémato, mais c'est bien de l'avoir en tête, c'est la réponse au traitement. Une tumeur qui répond bien au traitement, c'est de meilleur pronostic qu'une tumeur qui est en particulier chimio-résistante. Et là, je le redis, c'est entre autres à retenir vraiment pour l'hémato. La question 8, la dernière question du dossier. L'état de la patiente se dégrade, à la dernière consultation elle est plus autonome, elle passe tout son temps à alité, le maintien à domicile n'est pas possible et on vous demande quelle classification OMS vous connaissez pour coter l'état général d'un patient, on vous demande de détailler. Donc, la classification OMS de l'état général c'est le performance status. Ça, je pense qu'il faut que vous le connaissiez, ça sert beaucoup de toute façon en pratique clinique, quelle que soit la spécialité. Le performance status, c'est 5 catégories. 0, c'est le patient qui a une activité normale. Le stade 1, c'est le patient qui est ambulatoire et qui est capable d'un travail léger. Ensuite, au stade 2, il est toujours ambulatoire, mais par opposition au stade 1, il est plus capable de travailler. Et par opposition au stade 3, il est alité moins de 50% du temps. Stade suivant, le stade 3, c'est cette fois-ci le patient qui est alité plus de 50% du temps. Et puis le dernier stade, le stade 4, c'est le patient qui est totalement grabataire. Quelle est la différence entre Karnofsky et OMS ? Alors l'indice de Karnofsky et le performance status de l'OMS, c'est toutes les deux classifications de l'état général, donc 2 scores d'état général. La petite subtilité, vous pouvez retenir, c'est qu'il fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que pour le performance status, quand on est 0, c'est qu'on est dans l'état normal, l'état de base. Plus on augmente, plus ça va mal. Dans l'indice de Karnofsky, c'est l'inverse. Quand on est à 100%, c'est qu'on est à 100% de ses capacités, donc c'est l'état normal. Et plus ça diminue, plus on a perdu. Au stade, plus on se rapproche du stade 0, qui est le stade donc d'abord grabataire et puis décédé. Donc voilà pour ce dernier dossier qui nous a permis de faire un petit peu le point sur les principales complications que vous pouvez retrouver en oncologie, les connaissances un petit peu générales à appliquer quels que soient les dossiers.